Sécuriser les documents d'état civil, harmoniser la production des cartes d'identité consulaire par les États membres ou encore mettre en place un visa de l'AIS, ce sont entre autres recommandations issues de 2 jours de travaux sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité dans l'espace AIS. Les détails dans ce journal. Après le report de la rentrée scolaire au 4 novembre prochain, le ministre de l'Éducation nationale a effectué hier une visite dans certaines écoles inondées ou occupées par les sinistrés. Amadou Sawane s'est rendu dans quelques écoles des centres d'animation pédagogique de Bozola, Sebeninkoro et Mayamboukou. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sachez qu'une délégation du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, séjourne dans notre pays. Au cours de son séjour, elle a rencontré 3 membres du gouvernement pour s'assurer de l'implication et de l'appui au plus haut niveau des autorités politiques. Cela dans la perspective du 3e cycle de l'évaluation mutuelle. Mohamed Kayantao et Sidi Kibalou. Le Mali est un pays membre du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Compte tenu de ses progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action, de suivi du guide international des risques pays en abrégé ICRG, une délégation du GIABA séjourne à Bamako. Et c'est à travers un plaidoyer de haut niveau qu'elle a rencontré le ministre en charge de la sécurité, celui de la justice et le ministre de l'économie et des finances. Il s'agit pour les responsables du GIABA de s'assurer de l'implication des autorités dans la perspective du 3e cycle de l'évaluation mutuelle du Mali. Déjà, les ministres rencontrés ont réaffirmé l'adhésion du Mali au GIABA. Mon voyage d'aujourd'hui porte sur 3 points. Le premier, c'est comment le Mali restera membre du GIABA après son retrait de la CEDEAO à compter de janvier 2025. Le deuxième, c'est le processus ICRG du Mali. Et le troisième, c'est de voir comment pérenniser les gains de la CENTIF et les autres autorités compétentes dans le cadre de la préparation du 3e cycle des évaluations mutuelles. Et le Mali est prévu en 2027. Depuis que notre pays a été évalué pour le 2e cycle des évaluations mutuelles en mars 2019, et particulièrement depuis l'inscription sous le suivi accru du GAFI, le Mali a entrepris souvent avec l'appui de votre institution un important chantier de réforme visant à combler les insuffisances de conformité technique et à renforcer l'efficacité de son dispositif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À titre d'illustration, nous pouvons rappeler l'achèvement de l'évaluation nationale des risques, l'adoption de la nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, permettra aussi la sortie du Mali du suivi renforcé du GIABA, une des conditions pour les critères de l'examen du 3e cycle des évaluations, objet principal de votre visite, à savoir la réduction du nombre de recommandations non conformes ou partiellement conformes à un maximum de 10 recommandations qui ne comprennent pas les grandes, notamment 3, 5, 6, 10, 11 et 20. La rencontre avec les 3 membres du gouvernement a également permis de parler de l'engagement politique des autorités au GIABA. En dépit de ces avancées, des défis importants restent à surmonter. Au nombre de ceux-ci, les conséquences du retrait avec effet immédiat de notre pays et des autres pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO le 28 janvier 2024. À notre sens, ce retrait n'implique aucunement notre retrait du GIABA. Certes, il induit un changement de statut au sein de l'institution. Ce plaidoyer de haut niveau a été fructueux car il a permis au GIABA d'obtenir l'engagement du Mali à œuvrer dans la dynamique d'un appui politique et d'une préparation convenable du Mali en vue du 3e cycle des évaluations. Plusieurs recommandations sanctionnaient la rencontre de 2 jours sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité dans l'espace AIS. Les participants
propose, entre autres, de sécuriser les documents d'état civil, d'harmoniser la production des cartes d'identité consulaire par les pays membres ou encore de mettre en place un visa de l'AIS. C'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a présidé la cérémonie de fin de travaux. Nyanya Aliou Traoré. 2 jours d'intenses et fructueux échanges pour recenser les préoccupations et suggestions de chaque partie. Burkinabés, Maliens et Nigériens ont désormais une convergence de vues en ce qui concerne l'harmonisation des futurs documents de voyage et d'identité de notre espace commun. La batterie de recommandations qu'ils ont formulées l'atteste. En premier lieu, nos travaux ont abouti sur la nécessité impérieuse de sécuriser les documents d'état civil. Et aujourd'hui, nos documents de l'état civil ne sont pas à un niveau de sécurisation souhaité. Comme deuxième recommandation, harmoniser les spécifications techniques des documents de voyage et d'identité dans l'AES. Et comme troisième recommandation, nous avons proposé de doter toutes les frontières de terminaux de lecture des documents de voyage d'identité. Nous proposons de mettre en place un visa communautaire AES. Un visa communautaire vous permet, une fois dans l'espace AES, de vous rendre dans tous les 3 pays, alors que le visa national ne vaut que pour le pays émetteur. Au-delà de l'harmonisation de ces spécifications techniques et des normes de sécurité, nous sommes allés aussi en faisant des recommandations, des propositions par rapport à la libre circulation de nos populations qui, à un moment donné, commençaient à s'inquiéter, mais nous sommes venus leur montrer qu'il n'y a pas d'inquiétude. Nous allons avoir des documents beaucoup plus sécurisés que ceux que nous avons actuellement et qui leur permettront effectivement de vaquer véritablement à leur occupation au sein de l'espace, mais au-delà de l'espace AES. Alors nous nous sommes rendus compte que nous avions des systèmes disparates. S'imposait la nécessité d'harmoniser ces systèmes-là. Et nous avons procédé à la détermination de spécifications communes pour la mise en place très prochainement d'un passeport AES et d'une carte d'identité biométrique sécurisée AES. Une fois adoptées par les autorités compétentes, ces recommandations seront mises en application conformément aux ambitions des 3 chefs d'État de l'AES pour le bonheur des populations. Autrement dit, des populations libres de leurs mouvements sans aucune forme de contrainte administrative et dans un espace sécurisé. La rencontre de Bamako marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la vision des chefs d'État des 3 pays de mettre en place une AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. Enfin, la mise en circulation du nouveau passeport et des documents d'identité biométrique AES permettra de réduire l'usage de faux documents et facilitera la mobilité de nos populations, aussi bien dans notre espace qu'à travers le monde. Cette rencontre de Bamako peut être considérée comme le premier pas vers une meilleure intégration des peuples de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, avec des frontières encore plus sécurisées. Après le report de la rentrée scolaire au 4 novembre prochain, le ministre de l'Éducation nationale a effectué hier une visite dans certaines écoles inondées ou occupées par les sinistrés. Amadou Savané s'est ainsi rendu au centre d'animation pédagogique de Bozola, Sebeninkoro et Mayambougou. Le point de cette visite avec Seydou Traoré. Constater, s'informer afin de prendre les dispositions utiles pour une rentrée scolaire normale. Tels sont les objectifs qui ont conduit le ministre de l'Éducation nationale sur le terrain. Il s'est rendu respectivement à l'école communautaire Père Tim de Sanfil, Sega Diallo de Bozola, des établissements scolaires situés en commune D du district de Bamako et qui accueillent des sinistrés de l'inondation. Si le premier site accueille 49 ménages, l'école publique de Bozola enregistre 676 personnes, dont 202 enfants. Nous sommes très contents pour le report. Vous avez montré que nous sommes des Maliens comme les autres, car nous n'avons plus d'espoir. Après la commune 2, cap sur la commune 4, où l'école fondamentale de la cité Ifa Bako est sous les eaux, mais pas que. L'accès à l'établissement est un véritable casse-tête. Il y a les eaux souterraines et il y a également le fleuve qui a débordé.
Et nous avons un collecteur ici qui a également débordé. Et cela a contribué à augmenter le niveau de l'eau au niveau de l'établissement. Le report est non seulement au bénéfice des élèves, mais même des habitants de la cité. Parce que pour accéder à un établissement, il faut au moins des voies. Nous avons reporté la rentrée scolaire d'un mois. Elle aura lieu le 4 novembre 2024. Avant cette rentrée, il y a du travail à faire. Parce que ce que j'ai vu ce matin dépasse l'entendement. Ailleurs, j'ai vu des populations qui ont dû quitter leurs habitations pour s'abriter dans les écoles. Si la situation n'est pas réalisante dans certaines écoles de la rive gauche, le visage que présentent les établissements de la rive droite ne l'est pas non plus, à cause de l'occupation de certaines structures scolaires par les sinistrés, comme c'est le cas au groupe scolaire marché de Magnambougou. Ici, 321 personnes ont tenu domicile par la force de la nature. C'est des problèmes sociaux, évidemment, vous vous en doutez, qui dépassent le ministère de l'Éducation nationale. Au niveau gouvernemental, sous les hautes instructions de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, des mesures vont être rapidement prises pour que la situation redevienne, j'allais dire normale, oui, en tout cas pour qu'elle permette aux structures scolaires d'accueillir les élèves le 4 novembre 2024. Les différentes écoles visitées sont loin d'être des cas isolés, car beaucoup d'établissements sont inondés ou occupés par les sinistrés un peu partout sur le territoire national. Toutes choses qui ont motivé la décision de reporter la réouverture des classes au 4 novembre prochain. Voilà le ministre de l'Éducation nationale qui était sur le terrain pour constater la situation dans certaines écoles de la capitale suite aux inondations. Et la situation globale se présente ainsi: 111 établissements scolaires occupés par les sinistrés dans les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Menaka et le district de Bamako. Vous venez de le voir, plus de 40 000 maisons endommagées et certains risquent de s'effondrer. Ces données sont issues de la 9e réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes sur la situation des inondations. Les détails avec Mamadou Fani. Cette 9e réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes vise à faire l'état des lieux des dispositions prises pour faire face à l'état de catastrophe naturelle. De cette réunion, il ressort qu'à la date du 3 octobre, on note 649 cas d'inondation, 37 092 cas d'effondrement, 8 cas de foudre, 47 296 ménages impactés, 259 795 personnes sinistrées, 76 cas de perte en vie humaine. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80% de l'exécution de ces travaux, notamment en ce qui concerne les projets de résilience urbaine de Bamako et en ce qui concerne le budget spécial d'investissement. La montée du niveau de l'eau est fonction des informations météorologiques, donc fonction de la pluviométrie. Donc tant que la pluie va continuer, la montée risque de continuer. Mais nous constatons que les pluies commencent à se ralentir. Et donc ça va aussi avoir un impact par rapport à la montée du niveau de l'eau dans les cours d'eau. Donc déjà à Banankoro, qui est notre station d'entrée sur le Niger majeur, le niveau a commencé à baisser. Donc toutes choses qui nous donnent l'espoir que vraiment le niveau peut baisser. Face à cette situation, l'État a pris plusieurs mesures pour soutenir les sinistrés. Il faut noter pour 2024 effectivement 1 milliard au niveau du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable pour le curage des caniveaux, des collecteurs et des traversées. Au niveau du ministère de la Santé et du Développement social, 950 millions pour l'assistance humanitaire. Au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire, 3 milliards pour le renforcement du stock national de sécurité alimentaire. Il faut noter aussi qu'en 2024, sur le budget spécial d'investissement, en tout cas, l'environnement bénéficie de 300 millions pour le curage effectivement, et l'enlèvement effectivement, des déblais au niveau de certains collecteurs. 4 milliards effectivement, qui ont été mis à la disposition d'un certain nombre de départements concernés.
Les populations sont invitées cependant à la vigilance et particulièrement celles riveraines des cours d'eau. Le respect des consignes données par les autorités sont de mise. En prélude à la 13e édition de la Journée internationale de la fille, prévue le 11 octobre prochain, le ministre en charge de la promotion de la femme et de l'enfant a lancé les activités de la journée de formation en intelligence artificielle, impression 3D, réalité virtuelle et robotique. Nos envoyés spéciaux Awaditma Kamara et Gausso H. Touré nous plongent dans l'univers technologique au village SOS Enfants de Sanakoroba où s'est tenue la cérémonie. Et qu'est-ce que tu vois ici sur l'imprimante 3D? Un chat. C'est un chat qui est imprimé? Oui. Mariam Tchero, 11 ans, élève en classe de 5e année, découvre pour la première fois une imprimante 3D. Fascinée par les nombreuses possibilités qu'offre cette technologie, elle observe le processus de création d'objets en 3D. Concentrée, attentive, son regard en dit long sur ses émotions. Ainsi, la technologie ouvre une autre planète à Mariam alors qu'elle se trouve physiquement ce jeudi matin au village d'enfants de Sanankoroba. Avec une centaine d'enfants, ils prennent part à une formation de 2 jours en robotique, intelligence artificielle, impression 3D et réalité virtuelle. La dite formation est organisée par Wuminov en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. L'initiative entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille, célébrée chaque année le 11 octobre. À travers cette activité, nous souhaitons sensibiliser l'opinion publique sur l'importance cruciale d'orienter les filles vers les séries scientifiques. Chaque fille porteuse de rêves et d'ambition mérite d'être encouragée à exprimer son intérêt pour ces disciplines essentielles. L'événement de ce matin arrive à une période où SOS Village d'enfants elle-même est engagée dans cette dynamique de fournir aux enfants la base de l'informatique. Nous avons le centre multifonctionnel d'ici à Sanankoroba, le centre informatique de Sanankoroba. Nous avons à Kita un centre de compétences informatiques. Ces 2 jours de formation s'inscrivent pleinement dans la vision du gouvernement en matière d'éducation et d'autonomisation des jeunes filles. C'est donc à juste titre que mon département a saisi cette 13e édition pour accompagner 120 enfants âgés de 9 à 17 ans, dont 62 filles et 58 garçons du village d'enfants SOS de Sanankoroba. Dans le renforcement d'un droit fondamental qu'est l'éducation, c'est le lieu pour moi de saluer les plus hautes autorités pour les actions menées dans le sens de l'émergence scientifique et technologique de notre pays. L'une de ces actions est la création d'un centre d'intelligence artificielle et de robotique. Un moment d'apprentissage qui aura procuré de la joie et de l'espoir chez ces enfants qui en ont tant besoin. Juste avant l'ouverture de la formation, Dr Koulibaly Mariam Maïga a effectué une visite de courtoisie à la mairie et aux légitimités de Sanankoroba, une tradition qui constitue des valeurs cardinales du Mali. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a procédé hier au lancement d'une formation sur le guide de formation des facilitateurs dans le cadre du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Elle vise un meilleur accompagnement des bénéficiaires du projet dans les régions du Nord et du Centre. Le reportage de Noum Sissoko. Le PCRSS, projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, placé depuis février dernier sous la tutelle du ministère de la Réconciliation nationale, contribue au relèvement et à la résilience des communautés dans les zones cibles face aux chocs sécuritaires, climatiques et socio-économiques. C'est pour promouvoir la participation et l'inclusion des bénéficiaires dans les activités du projet que cette session de formation des formateurs sur le guide de formation des facilitateurs est organisée par le département. C'est un projet qui s'exécute au niveau des pays de la zone de Lutako-Gourma, Burkina Faso, le Niger et le Mali. Pour le cas du Mali, nous allons former les formateurs pour qu'ils puissent donner le message qu'on veut aux différents facilitateurs qui seront sur le terrain.
Le projet bénéficie de l'accompagnement technique et financier de la Banque mondiale. C'est une formation sur le développement conduit par la communauté. La Banque mondiale est ici pour donner un soutien technique au déroulement de cette formation. C'est une approche où la communauté est au centre de leur propre développement pour aider à développer leur milieu. Experts en développement conduit par la communauté au niveau de chaque région vont être là pour après former des facilitateurs communautaires, des facilitateurs techniques et pour pouvoir accompagner tout ce processus des débuts à fin en mettant le communautaire au centre de leur propre développement. L'objectif de cette formation est de favoriser l'implication des bénéficiaires dans les prises de décision concernant leurs projets de développement. Raison de plus pour le PCRSS de s'inscrire dans une approche de développement conduite par les communautés. Voilà l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur OATM 1.